Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du sujet MINPON 2016, filière PC, PSI, MP. Ce sujet abordait une partie de mécanique de sup, une partie, on va dire, sur la poutre et sur la corde vue dans le programme de deuxième année lors du cours, et une troisième partie un petit peu plus corsée sur le modèle de la poutre. On va voir tout de suite la première partie. Alors, on nous parle d'un oscillateur simple, on nous propose une force visqueuse, on voit qu'il y a une force liée au ressort, modélisée par la loi de Hooke. On voit qu'on nous parle du poids, donc il faut faire bien attention à y penser, et ici une force de frottement visqueuse qu'on nous propose d'écrire moins alpha x point ux. La première question consistait à retrouver l'équation différentielle où on posera grand X égale x moins x tilde, où x tilde une constante qu'on déterminera en fonction de g, oméga 0 et L0. Alors, si on s'intéresse à la correction, on prend le PFD, on projette nos trois forces, force visqueuse, le poids, force de rappel du ressort. Sur X, on essaye petit à petit de faire apparaître notre grand X, et on laisse juste G à droite. À l'équilibre, x point sont nuls, on a donc l'expression de x tilde, et on peut remplacer moins G grâce à cette expression. On remarque alors que L0 simplifie, et on obtient l'équation différentielle en x moins x bar. X tilde, pardon. Comme x tilde est une constante, x point et grand x point sont égaux, et x point et grand x point sont égaux. Alors on va donner l'expression quand même de x tilde, pardon. X tilde est donc égal à moins mg sur k plus L0. On a notre équation différentielle pour les changements de variables, et on précise par analogie l'expression d'oméga 0 carré et de xi après un petit calcul. On va pouvoir passer à la deuxième question. On nous demandait de déterminer les solutions du régime libre pour les cas xi égale 0 et xi compris entre 0 et 1. Alors on commence par le cas psi égale 0 qui correspond au cas d'oscillateur harmonique. On écrit ici les conditions initiales qui entraînent la solution proposée ici. Bon, calcul classique. J'ai choisi le choix en cosinus ou sinus, mais quand les deux conditions initiales sont non nulles, c'est l'expression la plus facile pour obtenir rapidement la solution. Si on prend le cas maintenant de l'oscillateur harmonique amorti, où psi est compris entre 0 et 1, on calcule le discriminant. Je rappelle que le terme de dérivée seconde se transforme en r carré, le terme de dérivée première en r, et le terme en puissance, on va dire c'est dérivée seconde, dérivée première et x, lui, fait apparaître un 1. Si vous préférez, c'est r puissance 0. On calcule le discriminant. On remarque que celui-ci avait les psi proposés négatifs. Donc on va prendre les solutions type pseudo-périodique. Comme tout à l'heure, je prends une forme avec a et b de cosinus, et on cède un petit peu du cours en disant qu'oméga a ici, on peut facilement le retrouver si on veut en plaçant R1 et R2, oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4Q2, ce qui est analogue à écrire oméga 0 facteur égal oméga a égale oméga 0 racine de 1 moins xi carré. Xi, on peut le marquer, c'est 1 sur 2Q. Bon, ça dépend de la façon où vous avez l'habitude de faire votre cours. Si vous travaillez déjà avec xi, vous n'avez qu'un souci. Si vous travaillez avec Q, il faut effectivement un petit peu changer les habitudes qu'on a. Par exemple, ici, vous auriez oméga 0 sur 2Q, ce comme tu travailles avec Q. Pareil, on utilise les conditions initiales. Le calcul est un peu plus compliqué. On trouve d'abord A, qui vaut x0, et après on trouvera B, et après on réécrit l'expression de x en remplaçant A et B, ce qui donne une expression assez compliquée.
Bon, c'est juste une sinusoïde amortie. Hein, c'est juste le terme sinusoïdal qui est un peu long à écrire. Alors après, nous demander si on tenait compte de la force vélique en plus bêta x.x. Comme on remarque que notre force de froissement visqueuse est à moins alpha x.x, cette force va transformer le terme qui est ici en bêta moins alpha. Alors je cherche psi, on avait posé alpha, donc il va falloir remplacer donc psi alpha par alpha moins bêta, vu que la force vélique a un sens opposé à la force visqueuse de frottement du système sismographe qu'on voit là. Donc voilà, on a donc notre psi qui vaut alpha moins bêta sur 2m oméga 0, et le souci, c'est si bêta est plus grand qu'alpha, on n'a plus un oscillateur harmonique amorti, mais un oscillateur harmonique avec amplification ou instable. Donc sous l'effet du vent, l'oscillateur peut se mettre à osciller spontanément, ce qui peut être gênant. Question 3. On va s'intéresser à la marche du piéton. On propose des graphes, et on voit que l'écart entre pied droit et pied gauche est à peu près de 0,5-0,6 secondes. Donc ça va entraîner à peu près une fréquence de 2 Hz, 2,2 Hz. On nous propose une force qui tient compte de ces impacts du pied sur le sol. Et on nous demande de poser y égale x sur fm oméga 0 carré et y bar égale ym exponentielle oméga t. Première question, c'est trouver la fonction de transfert liée à cette marche, on va dire, un petit peu périodique. Et nous, pour simplifier, nous allons proposer une marche sinusoïdale avec un terme statique. Alors, on prend notre équatif, on enregistre cette nouvelle force. Le poids, je rappelle qu'il est inclus dans x, donc il ne faut surtout pas le réécrire. Et inclus dans x fait par le x tilde. On force l'apparition de notre y, en faisant passer ce terme ici à gauche. On injecte ça dans oméga 0 carré, et après on remplace ça par y. Comme tout à l'heure, comme ça c'est une constante. Y point égale à grand x point. Pareil pour y point point. On passe en notation complexe. Dérivée seconde, c'est moins oméga 2, dérivée première, c'est i oméga, et le terme constant, on remplace ça par 1. Le y bar, on le met en facteur. De même de l'autre côté, f1 bar. On va soulever pour acheter l'exponentielle i oméga t des deux côtés. Ou là, on peut même passer directement f1m si on veut, ou ym. Faut juste surtout pas mettre un exponentielle i oméga t d'un côté et pas de l'autre. Le mieux, c'est de ne pas les mettre des deux côtés. Dans l'énoncé, on disait de poser E égale F1 sur M, c'est ce que j'ai fait ici. On fait donc passer toute cette partie-là au dénominateur, et on obtient notre fonction de transfert. Il ne reste plus qu'à faire apparaître les variables proposées, et celle qui nous manque, c'est grand oméga égale petit oméga sur oméga 0. Donc l'idée, c'est de multiplier par tout par 1 sur oméga 0 carré au dénominateur, pour faire apparaître ce grand oméga, et on a la fonction de transfert suivante. Voilà, pourquoi vous n'avez pas vu la fonction de transfert, on obtient celle-ci. Quatrièmement, on demande de calculer la valeur de l'amplitude à la résonance. Donc si la résonance est un maximum d'amplitude, donc calcule déjà la position de ce maximum d'amplitude sur l'échelle de oméga. Pour cela, vu la fonction qu'on nous propose, on va seulement dériver le dénominateur, même le dénominateur à l'intérieur de la racine. On fait cette dérivée et on a deux solutions, oméga égale 0 et oméga carré égale 2xi carré. Oméga égale 0, ça ne nous intéresse pas trop, on va plutôt nous intéresser à l'autre solution, et ça entraîne qu'oméga égale oméga 0 racine de moins 2xi carré. Et ça, on le remplace dans notre expression de h bar. Et après simplification, on a cette expression qu'on peut aussi écrire par
Alors sur quoi? Sur 4 psi2 facteur de 1 moins psi2. Et comme psi2 est très petit devant 1, on peut négliger ce terme. Et on obtient l'expression qui est en dessous, parce que racine de 4 psi2, c'est 2 xi. Donc on a répondu à la question 4. Après, on nous demandait d'exploiter le graphe de la page suivante. Voilà. On voit une courbe ici qui représente l'amplitude de résonance, l'amplitude tout court, pardon, en fonction de la fréquence d'excitation. Et ici, on est à la résonance. On demandait dans cette question 5 de déterminer un ordre de grandeur de xi. Pour cela, le plus simple, c'est calculer la position de la bande passante, ici. Et utiliser une formule connue, delta oméga sur oméga 0 égale 1 sur Q. Donc mesure delta oméga, bien sûr sur le graphe de l'énoncé. On remarque qu'on obtient... donc ici on a 12, à 9, à peu près, on tombe ici à 9, donc on enlève 3 dB, on passe à 6. On tombe à peu près ici à 9,5, ici à peu près à 14, un peu moins de 14,5. Donc j'ai pris 14,2 moins 9,5, ça fait 4,7 radians par seconde pour delta oméga. Oméga R, on peut prendre 12 radians par seconde. Comme psi carré est très petit devant 1, on peut dire qu'oméga R égale environ oméga 0. Et donc d'après la formule qu'on a, celle-ci, qui est écrite ici, on peut obtenir xi, et on obtient un xi de 0,2 valeur numérique proposée. Bon, vous ne pouvez pas trop vous tromper, ou bien vous avez... Ça fait quoi, 4,7 sur 24 ouais, ça ferait 0,23, ouais, je suis à peu près à 0,195. Bon, après, si vous avez pris 15 et 9, ah, ça fait beaucoup, 15 et 9 quand même. Hein. Il fallait un peu plus haut, 0,24. Alors, faut surtout pas mettre plus de 2 chiffres significatifs par contre. Hein. Vous prenez ça sur un graphique qui est quand même assez serré autour des valeurs des fréquences recherchées et des 2 chiffres significatifs au maximum. Question 6. Pourquoi est-il important de déterminer les fréquences de résonance d'une structure soumise à une action périodique? Le souci, c'est que si les fréquences de résonance peuvent être stimulées, ça peut entraîner une déformation du pont tellement importante que celui sera détruit. On peut se souvenir du pont de Tacoma à Washington, qui s'était détruit lors du passage d'une marche d'une fréquence de résonance. Alors je crois que c'est celui où c'était militaire qui marchait au pas. Alors, question 7. Quel type de capteur est-il envisageable d'utiliser pour tenir un signal électrique issu d'une marche de piéton? Capteur piézoélectrique ou capteur induction principalement, ou des capteurs type accéléromètre. Question 8. Il faut maintenant étudier ces 4 graphes et choisir celui qui donne plus facilement les fréquences liées à la marche des piétons. Alors déjà, on voit très bien celui-ci a des pics bien espacés, donc semble correct. Donc on va essayer d'éliminer les 3 autres par un raisonnement lié principalement aux critères de Shannon-Nyquist. Alors pour cela, on va calculer la fréquence d'échantillonnage. Donc on sait qu'entre 2 points, c'est TE, d'échantillonnage, on voit qu'on a 300 points. On voit que le temps d'acquisition, c'est à peu près 179 secondes. Pour celui-ci, par exemple, on fait Tmax moins Tmin. Donc on va dire que NT échantillonnage égale TA égale Tmax moins Tmin. Je vous ai écrit ici. On étudie F échantillonnage, qui est égal à 1 sur T échantillonnage. Et après les valeurs numériques, on obtient 4 valeurs. Shannon-Nyquist nous dit que FE doit être plus grand que 2Fmax. Alors supposons que Fmax est 2 Hz. Donc on a déjà FE doit être plus grand que 4 Hz. Donc 2 solutions en moins. Regardons nos graphiques.
ici, 2, 4, 6, 8, 10, on a bien une analyse de Fourier telle qu'on a l'habitude de le voir, avec des pics espacés de façon régulière. Il faut savoir que c'est les mêmes acquisitions. Là, on a 2 et 4. Et là, par rapport à là, on a un pic en plus. Donc là, il semblerait qu'il y ait un repliement de spectre. Comme la fréquence d'échantillonnage du morceau 2, c'est 11,5, on peut faire 11,5 moins 3,3, et c'est à peu près 8,2. Ah, et un pic à 8. Donc ça, c'est un repliement du pic à 8 Hz. Et celui-là, qui est à peu près à 5,2, 11,5 moins... Alors celui-là est à 5... Ben c'est 11,5 moins 6, qui fait à peu près 5,5. Donc ça, c'est le pic de 6 Hz qui s'est replié. Donc si on ne veut pas avoir affaire au repliement de spectre, il faut prendre la figure 4, ou le K4 de la figure 4. J'ai fait aussi une petite remarque sur les amplitudes. On remarque qu'elles décroissent à peu près en 1 sur n2, parce que l'échelle est logarithmique. Donc on a vraiment la même décroissance qu'un signal triangulaire. Question 9. À partir d'une exploitation des données fournies dans le sujet, explique l'origine du problème concernant Million-Bridge et justifie que l'installation d'amortisseurs harmoniques ait pu le résoudre. Le problème, c'est que la fréquence de résonance, 12 radians par seconde, correspond à peu près à 2 Hz. Donc la marche des piétons qui vont traverser le pont vont exciter la résonance de ce pont. Donc il fallait à tout prix corriger cela, corriger un défaut qui n'aurait pas dû exister. Et donc la présence des amortisseurs critiques va faire deux choses. À la fois diminuer l'amplitude du pic de résonance et déplacer cette résonance à 8 radians par seconde, ce qui fait à peu près 1,4 Hz, et à 15 radians par seconde, alors on doit être dans les 2,4 Hz, un truc de ce genre. Peut-être que je les ai calculés. Voilà, 1,2 et 2,4. Je crois que j'avais dit 1,5, c'est beaucoup plus petit en fait. Alors, si on veut être un peu scientifique, on peut dire qu'il y a déplacement des résonances à des fréquences qui ne correspondent plus à la marche, et surtout on a créé une anti-résonance à la fréquence de la marche. Donc la présence d'amortisseurs critiques avait répondu au problème posé par la résonance de ce Million-Bridge. En plus on passe de 9 décibels à 1 décibel, donc c'est quand même une réduction très importante. On doit pouvoir maintenant traverser le Million-Bridge sans souci. On va passer à la deuxième partie. Hop. Première question, unité de Moon-Junjun. Deuxième question, équation d'Alembert sur une poutre. Troisième question de cette partie, démontrer que T0 est constant sur l'axe. T0 c'est la force que subit la corde et indépendant de la variable X. Et dernière question de cette partie, retrouver l'équation d'Alembert de la corde. C'est du cours, c'est vu en PC. Du moins en PC c'est du cours. Moon-Junjun pour l'expression donnée par l'énoncé. On remarque que c'est donc une pression qu'on peut exprimer en MKSA, parce qu'on dit que F est égal à mg si on oublie les unités d'une force. Et on obtient donc des pascals ou des kilogrammes par mètre par seconde carré. Pour la question 11, retrouvons l'équation d'Alembert liée à la déformation, l'avancée de la déformation le long de la poutre. Donc l'idée c'est d'écrire le déformation en x et en x plus dx. Donc on néglige le poids, on se met dans un plan où le poids n'apparaît pas. Donc force de droite moins force de gauche, dans le cas où on tire la poutre vers la droite par exemple, ou que la déformation crée un allongement de celle-ci. Donc, qu'est-ce qui se produit? On applique ça à une mésotranche, donc L devient dx. Et la variation de longueur de la mésotranche est liée à la déformation, donc c'est grand X à droite moins grand X à gauche. On fait devant limiter à l'ordre de tout cela, et on obtient ES dx sur dx fois dx sur dx qui égale 1. Quand on reprend notre PFD ici. On a donc une force à droite qui a proportionnelle à ce terme, et une force à gauche qui est proportionnelle à ce terme.
Et on peut encore faire devant limiter à l'ordre 1 pour ces deux fonctions. Ça fait qu'il y a une dérivée seconde qui apparaît, d de x sur dx de dx, et là il y aura des simplifications, les s qui partent avec les s, dx qui part avec dx. Et on a donc l'équation d'Alembert liée à l'avancée de la déformation le long de la poutre. Comment on peut démontrer que la tension de la corde est constante suivant x? L'idée c'est de projeter sur OX. On nous demande d'étudier que le mouvement sur Y quand on dit négliger le mouvement sur X, donc ça fait, quand on projette, ça fait 0. Ça fait AX égale 0, si vous préférez. Et T de X, c'est T cos alpha. Donc on écrit ça en X plus X, et on écrit ça en X. Et comme les mouvements de la corde sont très petits sur Y, on peut supposer qu'alpha est très petit devant 1, et donc cos alpha égale 1. Donc quand on remplace cos alpha par 1 ici, on peut le mettre en facteur. Donc effectivement, t de x plus x de t égale t de x de t, qui est égal à t0 d'après l'énoncé. Donc on peut dire que la norme est indépendante de x. Et pour obtenir l'équation d'Alembert sur y, on projette sur OY notre PFD. On peut faire remarquer que dl égale à dx, parce que ce terme est très inférieur à 1. On utilise le fait que tangente alpha égale à sinus alpha, parce que l'angle est petit. Je préférais que alpha égale à sinus alpha si l'angle est petit, que alpha égale tangente alpha si l'angle est petit. Et l'avantage de passer par tangente alpha, c'est que tangente alpha, c'est dy sur dx. Donc on obtient à peu près les mêmes termes que tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, on va dire que c'est d de y sur dx2 fois dx. Les deux dx vont simplifier. Et donc on a l'équation d'Alembert liée à la corde, où on fait apparaître une célérité, racine de t0 sur mu. On passe à la partie 3 de ce sujet, modèle à poutre élancée. On nous propose une équation différentielle qui découle de la théorie des poutres. On marque une dérivée seconde en y par rapport au temps, et avec quatrième en y par rapport à x. Première question, on cherche une solution de la forme y xgt égale x gt. De quel type d'onde s'agit-il? Ce type d'onde sont des ondes stationnaires. Sur quelle hypothèse de telle onde apparaissent-elles dans ce genre de structure? En fait, ce sont les conditions limites qui imposent ce type d'onde. Souvent, lorsque les conditions limites correspondent à des nœuds d'amplitude. Alors, dans quel cas on retrouve ce type d'onde stationnaire? On peut donner des exemples pour aider notre réponse. Dans le cas de la corde fixée à ses deux extrémités, dans le cas d'ondes qui seraient réfléchies par des pores métalliques où le champ E ne peut pénétrer, par exemple. Après, c'est pas forcément à chaque fois le type... Quand on a des conditions limites telles que l'amplitude est nulle, on peut savoir aussi des conditions aux limites fixées. Je pense qu'il faut donner des exemples à cette question pour bien préciser sa réponse. Question 15. Déterminer les équations différentielles et vérifier par f et g. Démontrer que g est une fonction périodique de position oméga. Et déterminer combien de constantes d'intégration sont nécessaires d'addition complète de la solution y. Donc pour cela, on part des équations différentielles proposées dans l'énoncé. Et on remplace y par le produit fg. Hop, on obtient une fonction du temps et une fonction de x. Comme on a une équation différentielle qui dépend du temps, une équation différentielle qui dépend de x, et que ceci doit être vérifié pour tout x de t, on va dire que l'ensemble, enfin que les deux solutions, les deux termes sont égaux à une constante pure, qu'on note c. Quand on note cette constante c, on remarque que si c est positif, on aura des solutions type hyperbolique. A l'inverse, si c est négatif, on aura une solution type sinusoïdale. Donc il faut à tout prix dire que c est négatif, et pour tomber sur les choses comme tu de voir, et vu les questions énoncées, on va poser c égale moins oméga carré. Comme ça, on sait que g sera a cosinus oméga t plus phi. Maintenant, on s'intéresse à f. Donc remplacer par... Ah, il manque un f ici. Hop. On remplace donc la constante c moins oméga carré et on résout cette équation différentielle. C'est une équation d'ordre 4.
Donc 4 constantes déterminées. Cependant, il y a une petite astuce. Soit on pose A égale à 1, alors je vais préciser pourquoi, soit on peut remarquer aussi que quand on développe, ici ça fait A1, ici ça fait A2, etc., A3, A4. Donc on peut remplacer les constantes qui apparaissent dans F et dans G, AA1 par A'1, AA2 par A'2, etc. Donc au final il reste phi, A'1, A'2, A'3, A'4 est déterminé, ça fait 5 constantes. Dans la question 16, il faut retrouver cette expression. Alors on va la résoudre en passant pour le tome caractéristique. Donc on obtient R4 égale alpha, on passe par R carré, ou on peut passer directement à R, et on obtient 4 solutions. R1, R2, R3, R4. Ce qui va entraîner, quand on réécrit la solution F, A' exponentielle R1x, plus B' exponentielle R2x, plus C' exponentielle R3x, plus D' exponentielle R4x. Qu'est-ce qu'on remarque? R1, R2 sont réels. R3, R4 sont imaginaires purs. Donc ici on a des exponentielles complexes. Et par les formules de l'air, on peut arriver à des solutions sinusoïdales. Sinus, cosinus. A l'inverse, ici une exponentielle réelle. On peut aussi écrire avec des cosinus hyperboliques ou sinus hyperboliques. Donc au final, on a répondu à la question, on peut dire qu'on peut écrire f de x sous la forme a cosinus bêta x plus b sinus bêta x plus c ch bêta x plus d sh bêta x à condition que bêta soit alpha puissance 1 quart. Question 17, il faut faire intervenir les conditions aux limites pour trouver les oméga n. Alors, même si l'équation différentielle est plus complexe, et que la solution proposée a 4 constantes, on va voir que ça se résout assez facilement. y0t impose f0 égale 0, ça fait a plus égale 0. y seconde 0t va imposer f seconde 0 égale 0. Donc quand on dérive deux fois y seconde, on peut mettre bêta carré en facteur, et ça fait bêta carré de a moins c égale 0. Donc a moins c égale 0. Ces deux solutions ont une solution unique, a égale 0 et c égale 0. Maintenant, si on travaille en L, on obtient ces deux équations. Alors bien entendu, il faut d'abord faire en 0 puis en L, c'est beaucoup plus simple. Si vous faites en L puis en 0, ça sera plus complexe. Là, j'ai encore oublié les petits carrés, c'est des dérivées secondes, pas des dérivées premières. On travaille en L. La première, quand on fait la combinaison 3 plus 4 sur bêta carré et 3 moins 4 sur bêta carré, on remarque qu'on obtient 2d chbl égale 0 et 2b sinus bêta l égale 0. Comme bêta et l sont différents de 0, ça c'est pas possible, sauf si d égale 0. Donc ça fait déjà 3 constantes sur les 4 nuls. Donc le quatrième peut pas être nul, si on n'a plus de solution. Donc c'est forcément ce terme qui sera nul. Et donc on a une condition de quantification, bêta l égale npi, qui entraîne que oméga n sera égal à npi sur l au carré fois racine d'IE sur OS. 18e question. Différents modes de vibration d'une passerelle ont été présentés sur la figure 6. Quels sont ceux correspondant à l'état proposé? À l'étude proposée dans cette section, identifiez de façon argumentée pour chacun de ces modes l'état n le représentant. Alors, ici j'ai représenté la poutre, avec ici le 0, ici le L. Donc nous on a vu qu'y dépendait que de x, donc voir une variation d'y seulement suivant cet axe. Si on a une variation d'y suivant z, ça ne correspond pas à notre modèle. Donc quand on regarde les 4 photos, il n'y en a plus que 4, pardon. Non, hop, j'y arrive. Alors il est où ce fichier? Je l'ai un peu perdu. Il est ici. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon parce qu'on voit qu'il y a une vrille sur l'axe des Z. Ici pareil, il y a une torsion, torsion, torsion. Donc on va supprimer B, D, G et H et garder A, C, E, F. Donc par rapport à la question demandée, on peut dire qu'on va conserver les 4 cas correspondant à A, C, E, F.
Alors, il fallait aussi déterminer à quel mode correspond-il. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est voir par rapport au nombre de nœuds. Donc si on fait, par exemple, le mode propre 1, c'est ça. On a un nœud ici, N1, on a un nœud ici, N2, on a donc deux nœuds, et on peut retirer une formule, c'est que le mode propre 1 possède 2 nœuds, mode propre 2, 3 nœuds, c'est la formule N plus 1 nœud pour le mode propre N. Dans ce cas-là, alors si on regarde notre figure, c'est A. C, il a 1, 2, 3 nœuds. E, il a 1, 2, 3, 4 nœuds. F, il a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Donc A, c'est n égale 1, C, c'est n égale 2, E, c'est n égale 3, et F, c'est n égale 4. J'ai écrit ici dans un petit tableau. Dernière question. On nous donne des données numériques sur le Millennium Bridge, et on nous dit d'expliquer. Dans le cas du modèle de la poutre sur un appui simple, existe-t-il des modes de vibration transversale du Millennium Bridge susceptibles d'entrer en résonance avec un forçage par des piétons? Discutez également de la possibilité d'une excitation résonante sur certains modes de vibration latérale, tir suivant B. On motivera ces réponses par l'argumentation précise. On va commencer par répondre à la première partie de la question. Alors, on calcule les fréquences des 4 modes obtenus, pour n égale 1, 2, 3, 4, et pour les 4 parties de poutre proposées. Au passage, on remarquera que ce pont n'est pas symétrique. Bizarre de ne pas voir son diamètre ici, il faudrait voir ce pont plus précisément. Et quand on fait ce calcul, on obtient les fréquences suivantes. Et on remarque qu'il y a quelques fréquences qui sont proches, ou pardon, pas celle-ci, qui sont proches de 2 Hz. Donc le mode propre 2, 3 et 4 sont problématiques pour la marche dans le sens de la longueur du pont, pour la traversée du pont. Maintenant, sur l'autre côté, on inverse les rôles de B et H dans la formule. Tout à l'heure on avait BH3, maintenant je mets B cube H, ce qui fait qu'on a un I' qui vaut 16i. Donc on peut calculer les fréquences en faisant x4. Bon, je les ai recalculées, et on a le tableau suivant. Et là, il y a un petit détail qu'il fallait faire attention dans le sujet. Imaginons le pont. Quand le piéton il avance, je prends juste les impacts, ça fait ça. Donc effectivement, ici on a vu qu'il y avait 0,5 secondes d'écart. D'une fréquence de 2 Hz dans le sens de l'avancée. Et maintenant, si on regarde suivant l'autre axe. Alors, faisons ça rapidement. Qu'est-ce qu'on voit sur l'autre axe en fait? On voit ça. Bon, je fais un peu légèrement déplacé pour expliquer. Donc en fait, je fais le pas gauche, le pas droite, le pas gauche, le pas droite. Là, je vais dans un sens et je reviens. Donc en fait, la période, cette fois, c'est pas 0,5 secondes, mais 1 seconde. Donc vous prenez une fréquence de 1 Hz. Et la fréquence de 1 Hz qui posait problème, c'est celle-ci. Donc là, c'est le mode propre 1 qui pose souci. Et effectivement, avec un peu de connaissance, c'est ce mode qui posait souci qu'il a fallu donc rendre le moins excitable possible. Alors, on regarde bien qu'on a bien répondu à la dernière question. Voilà. Donc, ce sujet décompose en 3 parties, de difficulté raisonnable. Et j'espère que cette correction vous aidera à mieux le comprendre. Au revoir.